Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bien voulu nous mandater pour le représenter ici au sommet du BRICS, après une invitation formelle qui a été adressée à la République démocratique du Congo. Et donc, comme pays invité, nous avons voulu venir représenter par moi-même, sous mandat du président de la République, mais aussi avec les ministres sectoriels avec lesquels nous faisons le suivi sur ces questions économiques. Jean-Michel Samalukonde Kienge, en marge de ces forums économiques de Johannesburg qui regroupent des pays émergents, notamment la Chine, la Russie, le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, effectué une visite surprise à l'ambassade de la République démocratique du Congo en Afrique du Sud, précisément à Pretoria. Les questions liées à la coopération entre la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud ont été passées en revue. Nous avons pensé que ce serait faire œuvre utile de faire un stop au niveau de notre ambassade ici en République sud-africaine. Cette représentation avec non seulement monsieur l'ambassadeur qui nous a accueillis, mais aussi toute l'équipe. C'était l'occasion un peu de passer en revue, d'abord du point de vue bilatéral, ce que nous avons comme entente avec l'Afrique du Sud et peut-être des points qui devraient être soulevés au niveau du gouvernement, poursuivis, mais aussi avoir l'occasion, pendant que nous sommes ici en terre de la République démocratique du Congo, d'avoir une audience qui nous avait été demandée par la République d'Haïti. Et par la suite, pour nous, c'est toujours bien, dans le travail que nous faisons à côté du ministère des Affaires étrangères, de nous assurer en tout cas du suivi de nos représentations. Et ici, pour le dire, une innovation, étant donné qu'il y a eu quand même aussi de nouvelles acquisitions en termes de bâtisses. Donc c'était un bon moment d'échange pour nous et nous espérons que ce ne sera pas la dernière fois. On fait partie de la délégation du chef de l'exécutif national, les ministres de l'Industrie, les vice-ministres des Finances et des Affaires étrangères. La fraude prend des allures inquiétantes dans le secteur de l'exportation. Pour lutter contre les exploitations illicites et la contrebande du cacao et du café en République démocratique du Congo, quelques associations des exportateurs ont rencontré le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, pour solliciter son implication afin de trouver des solutions idoines, nous dit Annie Mbalaka. Pour les exportations illicites et la contrebande du cacao en RDC, les associations des exportateurs sollicitent l'implication du vice-premier ministre Vital Kamerhe. Une demande faite le mardi 22 août 2023 dans son cabinet de travail. Il s'agit de l'association des exportateurs du cacao-café de la RDC et d'Esco Kivu. Leurs échanges avec le patron de l'économie nationale ont porté sur les questions des produits agricoles de la RDC et leurs exportations. Il fallait réfléchir sur des voies et moyens de remettre de l'ordre dans ce secteur au regard de l'importance des exportations qui constituent un outil capable de faciliter l'importation des devises étrangères en RDC, mais aussi un levier fondamental de la croissance économique. Les exportateurs ont sollicité des mesures fortes de la part du VPEM pour mettre fin aux exportations illicites et à la contrebande qui font perdre chaque année plusieurs millions de dollars au trésor public. Voyons qu'il y a beaucoup de potentiel pour l'augmentation du volume de production qui est à 60 000 tonnes actuellement, mais nous envisageons qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Donc au-delà de ce que la loi prévoit, il y a d'autres services qui surchargent les exportations ou bien les entreprises avec les taxes qui ne sont pas légalisées. Nous sommes exportateurs du café depuis 40 ans. C'est renforcer l'esprit de collaboration entre les secteurs privés et les secteurs publics. Très attentive à cette problématique, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, s'est dit disposé à réserver des réponses idoines aux préoccupations de ces hommes d'affaires. Et dans le cadre de la recherche de l'efficience dans la maîtrise de l'effectif et de la masse salariale, la Commission nationale pour les réfugiés a été dotée d'un cadre et structure organique. Le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a présidé cette brève cérémonie, nous dit Nadine Kilocho.
Enfin, la Commission nationale pour les réfugiés CNR en sigle dispose d'un cadre et structure organique qui permet à cette structure de disposer d'un outil moderne de gestion des communications et d'évaluation définissant clairement les responsabilités. L'importance de ces cadres organiques. Il y a d'abord un contexte de maîtrise des effectifs et de la masse salariale. Ensuite, une volonté de rationaliser les administrations pour leur fonctionnement optimal. S'il y a des postes à combler au sein de ces services importants, il faut savoir que nous avons fait le choix de bannir les systèmes de privilèges et de recommandations. La signature de ce cadre et structure organique a été effectuée le mercredi 23 août 2023 par le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou en présence du vice-ministre de l'Intérieur Jean-Claude Molipé. La remise et réception des documents portant cadre et structure organique de CNR marque ainsi l'aboutissement des travaux de la commission mixte composée des experts de deux administrations, à savoir fonction publique ministère de l'Intérieur. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place petit à petit des mécanismes qui permettront un jour d'asseoir un système de gestion pour les réfugiés efficace. Selon le secrétaire permanent de cette structure, Éric Mukandila, c'est 21 ans après que la CNR bénéficie de cet outil important. C'est une grande joie et avec beaucoup d'émotion parce que ça fait 21 ans depuis sa création que la CNR était comme une structure abandonnée. Ce cadre et structure organique élaboré est destiné à servir de boussole dans la transformation du mode de gestion nationale des ressources humaines de la Commission nationale pour les réfugiés. Après avoir reçu les rapports des travaux du comité scientifique de l'Union nationale de la presse congolaise, les mardis derniers, les ministres de la communication et médias, Patrick Mouyaya, a échangé avec le comité scientifique et le président de l'UNPC. On les écoute. Nous saluons les pragmatismes de M. le ministre qui, hier, a reçu les documents des conclusions des travaux du comité scientifique et aujourd'hui nous a invités pour une réunion pratique sur la faisabilité de toutes les recommandations qu'on a pu formuler hier. Donc aujourd'hui, nous sommes rassurés que le congrès doit se tenir au plus tard la fin du mois de septembre. Et parce que le ministre s'est engagé, et comme notre porte-voix au gouvernement, de pouvoir tout faire, tout mettre en œuvre pour qu'il y ait levé de fonds le plus rapidement possible pour la tenue du congrès. On peut dire aujourd'hui que les tendances qui pouvaient avoir un débat entre elles, les personnes qui pouvaient peut-être avoir quelques frictions entre elles, tout ceci est derrière nous. Nous travaillons tous pour que ces congrès se tiennent assez rapidement, dans les bonnes conditions, de sorte que le comité organisateur qui sera mis en place dans quelques jours soit représentatif. Et j'invite tous les journalistes, tous les professionnels des médias de Kinshasa à adhérer à cette nouvelle dynamique pour que ce congrès se passe dans la paix, la sérénité. Comment jeter les bases pour une redistribution équitable de revenus ici du secteur extractif en République démocratique du Congo? Hier mercredi, un atelier national sur l'application de la dotation des 0,3% minimum du chiffre d'affaires des entreprises minières a été ouvert par la ministre d'État, ministre du Plan. Les détails dans ce reportage de Françoise Boula. Un récent rapport publié par l'ITIE RDC sur la gestion transparente des revenus au bénéfice des communautés a soulevé le débat. Le prélèvement des 0,3% minimum sur le chiffre d'affaires des entreprises minières pour soutenir les projets de développement dans les milieux impactés par l'activité minière peine à s'exécuter, a relevé la ministre d'État, ministre du Plan, Judith Suminwa-Tuluka. Que dans sa récente communication au Conseil des ministres du 7 juillet dernier, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a fait cas du non-respect par certaines sociétés minières de leur engagement pris dans les cahiers des charges conformément à l'article 258 du Code minier, alinéa 4, mais aussi du retard considérable dans l'élaboration des cahiers des charges par certaines entreprises minières. La tenue de cet atelier avec l'appui des partenaires dont l'Union européenne et la GIZ est une occasion d'échanger avec toutes les parties prenantes afin de mieux appliquer la loi, a mentionné le ministre des Affaires sociales Modeste Mutinga. Je salue l'implication
et l'appropriation de ce processus par la population locale impactée et encourage les acteurs de la société civile à accompagner les efforts du gouvernement dans ce processus qui est pour nous une grande occasion de répondre au credo maintes fois exprimé par le chef de l'État, à savoir le peuple d'abord. La transparence et la bonne gouvernance sont des valeurs prônées pour améliorer les conditions de vie des populations. Évaluation du niveau d'information des entreprises publiques selon les normes de l'ITIE. Cette question a été débattue au cours de l'atelier ouvert hier à Kinshasa au profit des entreprises publiques du portefeuille, nous dit Riki Nzouzi. Les entreprises extractives sont partie prenante importante dans le processus ITIE. Elles participent cependant aux déclarations régulières des informations sur tous les maillons de la chaîne des valeurs des industries extractives. C'est pour mettre à la disposition du grand public les précieuses données en discussion sur la norme ITIE, ce qui implique la divulgation systématique des informations, spécifiquement celles liées aux entreprises publiques. Pour cet atelier ouvert sur l'évaluation du niveau avec l'appui de la Banque mondiale à travers le projet Encore, souligne Jean-Jacques Kayembe, coordonnateur national ITIE RDC. La norme ITIE requiert des pays de mise en œuvre une divulgation systématique des informations du secteur. À ce propos, je constate avec satisfaction que la GECAMINE, la Cominière, la Sokimo, la MIBA, la Sakima ainsi que la Sonaïdroc disposent déjà des sites internet accessibles. Il est apparu important pour cette activité de focaliser l'attention sur les entreprises du portefeuille de l'État. Et du point de vue déclaration à l'ITIE, elles jouent un double rôle. Elles sont entreprises extractives, en même temps entité perceptrice des recettes contractuelles. La RDC se doit donc de rencontrer cette recommandation avant la prochaine échéance des validations de janvier 2025. Le président de la Cour de compte a échangé avec le directeur général de Douane et Accises. Les questions liées aux échanges de données entre la Cour de compte et la DGRAD étaient au cœur des discussions. Nancy Poba. Général des douanes et accises étant un service public mobilisateur des recettes courantes de l'État, elle est soumise au contrôle de la Cour de compte qui est l'institution supérieure de contrôle des finances publiques en République démocratique du Congo. Cette visite s'inscrit dans la consolidation des relations fonctionnelles normales entre les institutions publiques, notant aussi que la DGDA a le devoir de transmettre régulièrement à la Cour des comptes les statistiques de ses activités. Au directeur général de conclure en disant que la culture du contrôle en tant que service public doit être un exercice normal et non un exercice exceptionnel. Nous sommes venus aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le cadre d'une première visite de contact avec le premier président de la Cour des comptes pour créer, conformément à la loi organique, une forme, je dirais, de passerelle. Nous sommes un service public d'abord, je voudrais rappeler la DGDA. Et donc, en tant que service public, nous sommes soumis au contrôle, n'est-ce pas, de la Cour de compte. Vous connaissez l'émission de la Cour de compte, n'est-ce pas, qui consiste, la Cour des comptes dispose d'un pouvoir permanent et général de contrôle sur les finances publiques. Et il était normal que nous, en tant qu'administration fiscale, et donc dans le cordon de mobilisation des recettes notamment, que l'on puisse venir. Au cours de cet entretien, le premier président de la Cour de compte a rappelé succinctement les missions de la Cour de compte et remis officiellement au DG de la DGDA un exemplaire de la loi organique numéro 18/024 du 13 novembre 2018 portant composition, organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Réhabilitation et construction de la voirie de la ville de Guémena en séjour de travail dans la province de Sud-Ubangui. Les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État en charge du progrès social a échangé avec les entreprises concernées par ces projets pour permettre le développement de ce coin du pays. Suivez. Le vent nouveau va bientôt souffler sur le Sud-Ubangui, dans le Grand Équateur. La province devra bénéficier de plusieurs infrastructures de base dans le cadre d'un nouveau programme de modernisation initié par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Un calendrier d'exécution des travaux a été arrêté ce mercredi 23 août 2023 lors d'une réunion au Palais de la Nation, présidée au nom du chef de l'État par son directeur de cabinet adjoint en charge du progrès social, Olivier Mondongue. On prit part à cette séance de travail les acteurs impliqués dans la réalisation de ce programme présidentiel, parmi lesquels le gouverneur du Sud-Ubangi, le représentant du BSECO, le maître d'ouvrage, les prestataires sélectionnés Aaron Sefou et Serkas Imo, mais aussi quelques membres du cabinet du chef de l'État. Les travaux dans le Sud-Ubangi comprennent 2 volets, la réhabilitation et la construction des 4 écoles emblématiques de Guémena ainsi que les bâtiments du gouvernorat de province et de l'Assemblée provinciale. Le second volet concerne la construction et l'asphaltage des 10,7 km de voirie urbaine à Guémena et enfin la construction des 3 ponts et la réalisation des travaux anti-érosifs. L'ensemble de ces choses vont faire que la province du Sud-Ubangi va aujourd'hui devenir une province qui va donner une impulsion nouvelle. Et là, nous avons fait les études, quantifier, faire l'état des lieux, rassembler tout ce qu'il faudra pour que les entrepreneurs à mes côtés soient en mesure de matérialiser ces projets. Province pilote à ce programme présidentiel, le gouverneur du Sud-Ubangi s'est réjoui pour cette entité longtemps oubliée. Nous sommes une province à bâtir parce que pendant les 30 dernières années, rien n'a été fait pour dire vrai et c'est seulement sous cette mandature, sous le leadership du chef de l'État que les choses bougent et elles bougent vraiment beaucoup et dans le bon sens. Ce projet dont la matérialisation devrait durer 6 mois est porté depuis plusieurs années par les directeurs de cabinet adjoints du chef de l'État Olivier Mondongue avec une implication technique du BSECO qui en assure la matérialisation. Bientôt, les barrages des Kakobola fournira 10 MW dans le Grand Bandundu. Les travaux de construction du réseau moyenne tension et domestique évoluent bien. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, a fait les constats avant de procéder au lancement des travaux de modernisation de la route Kanzombi. Les détails avec Robert Mbaye. Les travaux d'électrification des territoires de Gungu et Diofa ainsi que de la ville de Kikwit évoluent à pas de géant. Constat de l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki Colomba, de passage au poste d'atterrage de la centrale de Kakobola. À Kikwit, les travaux de construction du réseau moyenne tension et domestique s'accélèrent et ont atteint une vitesse de croisière. Satisfaction du messager de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Claude Ibalanki salue la volonté du président de la République qui réalise ainsi un vieux rêve d'offrir du courant à la population du Grand Bandundu. Dans la ville de Kikwit, les poteaux sont placés dans plusieurs quartiers. Après 18 ans, Fatih est venu mettre l'électricité dans la ville de Kikwit. Après 18 ans, dans 3 ans seulement. Ça, c'est un espoir. Oui, ça, c'est un espoir. Pour Claude Ibalanki, l'électrification de Kikwit est imminente car les travaux sont visibles. Fatih Aye, la réalisation. Ce barrage de Kakobola fournira 10,5 MW du courant à la population du Grand Bandundu. Bien avant cette visite au poste d'atterrage, l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, a assisté avec sa délégation au démarrage des travaux de la route Kanzombi. Travaux qui vont désenclaver cette route abandonnée depuis plus de 15 ans et qui a coupé cette partie de la ville à d'autres quartiers. Kanzombi souffre. Nous nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président, Fatih Béton, qu'il puisse impliquer sur la route de Kimpwanza et cette route doit être macadamisée. C'est une grande avenue qui donne de la valeur à Kikwit. Notre indépendance, nous l'aurons quand le président de la République va asphalter cette route. L'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Claude Ibalanki, rassure que la route Kanzombi sera modernisée et asphaltée grâce à la volonté manifeste du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les rideaux de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs de la chaîne de dépenses publiques sont tombés à Isiro, assise clôturée par le vice-gouverneur après la remise de brevets aux participants. Suivez. Ouvert par le gouverneur Christophe Bassien-Nanga, ces travaux de capacitation des acteurs de la chaîne des dépenses publiques et par l'équipe du COREF venue de Kinshasa ferment leurs portes après 4 jours, le mardi 22 août 2023, et ont tourné autour de 10 modules, indique Jean Destiné et Sanoto,
secrétaire exécutif du gouvernement provincial dans son rapport général. Patrick Bekaneni, ministre provincial du budget, s'est dit très satisfait des aboutissants de cet atelier. L'atelier qui s'achève ces jours aura permis à tous les participants d'acquérir de nouvelles connaissances et les compétences nécessaires qui devraient permettre à coup sûr d'assurer un service de qualité dans la stricte observance des règles et procédures usuelles en matière de gestion des finances publiques provinciales. Au nom de l'autorité provinciale empêchée, le vice-gouverneur Kisiapi Tangamangandro en appelle à l'amélioration de la gouvernance financière. J'encourage en outre les agents des services publics qui ont participé à cet atelier ainsi que ceux du cabinet ministériel à appliquer avec efficacité les acquis de ces assises. C'est par ces mots que je déclare clos les travaux de l'atelier de renforcement des capacités des acteurs intervenant sur la chaîne de la dépense à province d'Ipotoulélé. Notons que ces travaux qui ont réuni plus d'une centaine de participants avec brevet à la main se sont déroulés sur initiative personnelle du gouverneur Christophe Bassiananga, soucieux de la gestion rationnelle et efficiente de la chose publique dans son entité. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise dénonce les faibles taux de participation de femmes sur les listes de candidatures retenues au sein de partis politiques. Elles appellent à la correction. On les écoute dans cette déclaration faite au micro de Betty Amani. De l'article 13 de la loi électorale exempte du paiement de frais de dépôt de candidature toute liste alignant au moins 50% de femmes. Le cadre permanent de concertation de la femme congolaise, CAFCO en sigle, est consterné par le faible taux d'alignement des femmes sur les listes de partis et regroupements politiques, car seulement 3 955 femmes, soit 17%, sont alignés à côté de 19 698 candidatures masculines, soit 83% du nombre total de candidatures jugées recevables. CAFCO recommande ce qui suit aux responsables des partis et formations politiques de corriger leurs erreurs en revoyant la composition de leur liste pour qu'il y ait cette fois-ci autant d'hommes que de femmes, soit 50-50 aux élections provinciales et locales. D'octroyer suffisamment de moyens aux peu de femmes alignées à la députation nationale et de leur permettre d'être visibles, audibles, compétitives, afin de se lancer à chance égale dans la compétition. Et ceci ne sera qu'une amende honorable. À la population en général, aux femmes électrices en particulier, de se servir de leur majorité numérique en votant massivement pour la minorité des femmes candidates dans leurs circonscriptions respectives, en dépit de leur nombre dérisoire en termes de candidatures. Aux jeunes électeurs d'emboîter le pas du président de la République sur la masculinité positive dont il est champion. L'éveil de conscience ouvrière, c'est le nom de la nouvelle délégation syndicale à l'Office national de transport ONATRA. L'installation de ces bancs syndicales a eu lieu hier mercredi lors d'une cérémonie solennelle en présence de membres du comité de gestion et de la direction générale, nous dit Rodépanda. L'année 2023 a été décrétée par le ministère de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, une année pour les élections syndicales dans toutes les entreprises et établissements, tant publics que privés. À l'Office national des transports ONATRA SA, le syndicat Éveil de conscience ouvrière ECO a été élu majoritairement et occupe la présidence du bureau national de la délégation syndicale et le syndicat STRC, syndicat des travailleurs du Congo, comme vice-président, suivi des autres membres du bureau. Après le mot de la chef du département des ressources humaines et présidente de la commission électorale, Chantal Ngoy, mot centré sur le vœu de collaboration avec la délégation syndicale durant le mandat, le président du conseil d'administration, Mathieu Mananga, en appelle à la prise de conscience des travailleurs pour réussir. Si les travailleurs ne prennent pas conscience, l'entreprise va rester dans cette situation. Nous faisons des efforts pour donner aux travailleurs ce qu'il faut. Assisté du directeur général adjoint Gabin Lulendo et de l'administrateur Edouard Kaboya, le directeur général de l'ONATRA, Martin Lukusa, a martelé sur l'apport des travailleurs pour gagner les paris. Le syndicat que nous venons d'installer aujourd'hui
nous attendons une collaboration intense pour que nous puissions dégager les énergies nécessaires afin de réinvestir dans l'offre. Le président national de la délégation syndicale, Patrice Lusansou Bongissa, a rappelé la mission de toutes les parties dans la réussite de ce mandat avant de saluer le climat de convivialité qui a caractérisé la cérémonie d'installation du Bureau national. Nous n'avons que deux grandes missions, de défendre les intérêts des travailleurs et de protéger l'emploi. La première impression est bonne. Si chaque parti va respecter ce qu'il a dit, cette entreprise sera réussie. Prise de bâton de commandement syndical terminée, l'heure est à la préparation du cahier de charges des dossiers à défendre au grand bonheur de tous. Processus électoral en République démocratique du Congo. Chaque semaine qui passe, le cercle de la nouvelle génération consciente prend du relief. Les cellules de base de la FUNA et Kimbansekede ont fourni les ressources nécessaires pour préparer les scrutins à venir. Le détail dans ce reportage de Cédric Kenina. Consiste à identifier et redynamiser toutes les cellules de base spécialisées de la nouvelle génération consciente à l'approche des élections en République démocratique du Congo. Ces deux séances animées par les secrétaires exécutifs de la NOGECO, d'abord avec les amis de Victor Bossokou du district de la Funa, ceux de Kimbantseke 2 et ensuite les associations spécialisées ont permis de produire un document détaillé sur les effectifs pour se lancer naturellement dans la bataille électorale. Les districts de Funa avec ces 7 communes, a présenté 239 membres, 1167 pour les amis de Victor Bossokou Kimbantseke 2. L'on note également 23 cellules en formation et 329 membres venant des associations spécialisées. De quoi réjouit l'homme orchestre de cette moisson abondante, Victor Bossokou. Il y a toujours la continuité de l'identification et l'adhésion massive au sein de notre cellule de base spécialisée, les amis de Victor Bossokou et surtout la NOGECO. Nous avons toujours un seul candidat au sein de l'Union sacrée qui est le président Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche, les volets sociaux constituent le socle même des actions de terrain. À travers la fondation qui porte son nom, Victor Bossokou a posé plusieurs actes de générosité en réponse à l'appel à la solidarité lancé par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi. Place à la revue de presse dans une sélection et commentaire de Jean-Pierre Ndolo Dibazou. Le sondage américain rapport Géopol est formel. Tshisekedi, largement favori à la présidentielle 2023, rapporte l'avenir. Le cabinet de sondage américain Géopol, qui a publié le 4e rapport de son baromètre sociopolitique dédié aux pays africains, écrit le journal, constate que la probabilité perçue que le président sortant remporte un second mandat n'a pas beaucoup changé. 65% des Congolais sont encore disposés à le reconduire à la tête de la République démocratique du Congo. Selon ce rapport, poursuit l'avenir, il y a eu une légère baisse chez les jeunes de 67% en décembre à 62% en juillet. Loin de lui, on retrouve Katumbi avec 12% d'intention de vote et Martin Fayoulou avec 8% seulement. Pour son match retour contre Primero, 20 clubs en difficulté suite à la fermeture du Stade des Martyrs par le ministre Kabulo pour la prospérité. En conséquence de cette mesure irrationnelle de Kabulo, l'AS 20 Club qui est rentré mardi à Kinshasa en provenance de l'Angola a été traîné dans la rue par manque d'un endroit pour préparer ce match. L'équipe n'a pas eu accès au Stade des Martyrs toute la journée de mercredi 23 août pour s'entraîner en prévision de cette rencontre de grande importance pour son avenir. Le secrétaire sportif de The Club, René Kabundi, n'a pas tardé de réagir. Si ça capote pour The Club, c'est le ministre Kabulo qui portera la responsabilité. De quoi souffre la République démocratique du Congo? Un éditorial de Forum des As qui se pose une série de questions. Une nouvelle constitution dans le pipeline, une retouche de la loi fondamentale actuellement en vigueur, ça se chuchote. Hier comme aujourd'hui, constate le confrère, la maladie de la RDC n'a pas pour nom constitution, mais l'incapacité atavique à appliquer les textes existants, en commençant par la loi fondamentale. Un coup d'œil dans le projecteur suffit
suivi pour renseigner que les crises politiques à répétition, le coulage des recettes, l'enrichissement ultra rapide s'expliquent en très grande partie par le non-respect de textes, en tête desquels la Constitution. Pour le quotidien, ce n'est donc pas parce qu'on aurait changé la loi fondamentale que tous ces vices disparaîtraient. C'est archi connu, on ne fait pas tomber la fièvre en cassant le thermomètre. Ituri, l'armée met en garde les communautés des villages Nyantsa et Adroval qui partisent avec les milices pour tuer les civils, note politico.cd. Dans une mise au point, l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kachama, fixe l'opinion sur la situation qui s'observe depuis dimanche 20 août 2023 suite à un conflit de terre entre les villages Nyantsa et Adroval dans la chefferie Lou en territoire d'Aro dans la province de l'Ituri. Des sources sécuritaires locales renseignent que le mardi 22 août 2023, le conflit a dégénéré. L'une des parties en conflit, voulant se faire justice, a fait appel aux hommes armés identifiés à la milice Zahir Mazembe, active dans la zone. Ces derniers s'en sont pris aux civils, tirant à bout portant. Et puis, c'est communiqué avant de boucler complètement ces journaux. La Direction générale de la radio-télévision nationale congolaise RTNC informe l'opinion que ses agents et cadres n'accusent aucun retard des salaires. En outre, la prime de motivation spéciale appelée communément Mabokobank, qui constitue 25% de leur salaire payé par les trésors publics et récemment bancarisé, a été liquidé pour le mois de décembre 2022 et janvier 2023. Ce retard n'est nullement imputable à la Direction générale, contrairement aux rumeurs distillées à travers les réseaux sociaux. C'est un communiqué signé par son directeur général, Madame Sylvie Elengue Niembo. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal réalisé par Émérance Malonda et Papi Nginamaou. Lula a assuré la partie technique et Joël Kayembe a concouru à sa rédaction. Je vous dis, excellente suite de programmes sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir.